Et puis, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, donc Destination Canada, dédié aux cultures autochtones au Canada. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel, hein, comment intégrer des expériences autochtones dans vos itinéraires de manière respectueuse, authentique et porteuse de sens. Donc pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants. Donc tout d'abord, Sébastien Desnoyers-Picard, président de Destination Original Indigenous Tourism, puis donc qui nous apportera une vision globale du tourisme autochtone à l'échelle internationale. Puis Tom Babin de Tourisme Autochtone Alberta qui nous présentera les expériences autochtones dans sa région et le développement sur le terrain. Et enfin, nous avons Laurence Lenné de Tourisme Autochtone Québec qui partagera avec nous les spécificités, les bonnes pratiques pour découvrir donc les cultures autochtones au Québec. Au fil de ce webinaire, vous découvrirez donc à la fois des exemples concrets, mais aussi des conseils très pratiques pour mieux accompagner vos clients. Donc, comme d'habitude, vos micros et caméras sont désactivés. Vous pourrez poser vos questions à la fin de la session questions-réponses, mais n'hésitez pas à utiliser le chat si jamais vous en avez pendant le webinaire. Je vous enverrai également le replay et les présentations par courriel, donc après le webinaire. Et on commence avec un petit rappel sur les outils mis à votre disposition pour vous accompagner donc concrètement. Nous avons tout d'abord notre chaîne YouTube Les Spécialistes du Canada, une véritable bibliothèque de contenus dédiés aux professionnels du tourisme. Les contenus sont classés par playlist, ce qui vous permet d'accéder facilement donc au replay de nos webinaires, au contenu de formation par destination, à notre podcast Tire-toi une bûche avec 3 saisons disponibles, ainsi que des vidéos de campagne et contenus inspirationnels. Donc je vous invite vraiment à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. En complément, vous avez également notre infolettre Trade qui vous permet de rester informé de rester informé des actualités, nouveautés et tendances sur la destination. Mais surtout, on a un outil très utile pour vous qui sont donc nos cartes touristiques du Canada, disponibles en version été et hiver, qui vous aident directement à construire des itinéraires ou à structurer vos offres. C'est un outil très pratique pour gagner du temps. Et enfin, vous avez également notre brochure en ligne qui est très visuelle avec une double page par province ou territoire et des contenus libres de droit que vous pouvez réutiliser. Et pour terminer, vous avez, comme d'habitude, donc l'ensemble de nos visuels et contenus via notre photothèque, où vous allez trouver des images et des vidéos de très haute qualité, hein, classées par thématique et par région. Tous ces contenus sont libres d'utilisation dans le cadre donc de la promotion de la destination, ce qui vous permet d'alimenter facilement vos supports de communication. Et nous avons aussi également centralisé tous les éléments dans un dossier dédié, donc Destination Canada, où vous allez pouvoir retrouver la charte graphique, les visuels, les vidéos ainsi que des cartes. Donc vraiment tout ce dont vous avez besoin au même endroit. L'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de vous permettre de créer des contenus rapidement sans repartir de zéro. Donc voilà, c'était pour les outils mis à votre disposition. N'hésitez pas à vous en emparer. Ils sont vraiment pensés pour vous aider à mieux vendre le Canada au quotidien. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer donc du coup avec Sébastien. Sébastien, je te laisse la parole. Le micro est toujours la première étape à effectuer quand même. Donc, quick, bon matin. Je vous salue tous et toutes. Ça me fait grand plaisir de me joindre avec vous ce matin ici, ce matin ici, nous au Québec, dans ce printemps hyper tardif et à la suite de la Pâquesse qui vient de se passer ce week-end. J'aimerais évidemment commencer avec une salutation spéciale à mes collègues qui travaillent en tourisme autochtone, Laurence aussi avec Tom, mais bien aussi saluer l'équipe de Destination Canada. Et je sais qu'elle est cachée. Mais j'aimerais commencer avec une salutation toute spéciale à ma grande amie Cyrielle qui est cachée et aussi avec ma belle Maryse avec qui j'ai eu la chance de travailler super longtemps. Donc, vous voyez mon écran. Euh, je reconnais d'ailleurs que plusieurs personnes là, avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis les nombreuses années. Mon nom est Sébastien Desnoyers. Oups, pardon, l'écran ne change pas. Mon nom est Sébastien Desnoyers Picard. Je suis de la communauté de Wendake
Ça fait plus de 20 ans que je travaille en tourisme autochtone. J'ai commencé avec Tourisme Wendake. J'ai changé après ça. J'ai travaillé avec l'Association touristique autochtone du Québec. J'ai été ensuite recruté avec ITAC, l'association canadienne, et avec qui je collabore encore. Donc, un peu, je présente d'ailleurs un petit peu sous leur égide aujourd'hui. Et maintenant, sous un nouveau chapeau international qui s'appelle Destination Originale Indigenous Tourism, l'association en fait du tourisme autochtone international. Euh, donc, juste pour vous présenter un petit peu l'état de situation de l'industrie touristique autochtone et quelques chiffres, bon, on va y aller, quelques chiffres clés de notre industrie, l'intérêt et aussi sur certaines des petits avancements que nous avons réussi à faire et qu'est-ce qui serait à faire pour continuer d'avancer le tourisme autochtone mondial. Bon, on s'entend qu'on est ici pour faire avancer le tourisme autochtone au Canada, mais bon, les données qu'on retrouve dans cette présentation sont aussi les données dans lesquelles nous avons, qu'on a travaillé très, très fort. On sait que la réalité du Canada est très représentative aussi de nos autres partenaires. Donc, qu'est-ce qui est Do It? Pour nous, on est un collectif mondial du tourisme autochtone qui a été initié et porté par trois associations. Et le but est de mettre en valeur les destinations autochtones grâce à du marketing, d'aller faire un peu plus de recherche, d'aller bâtir la marque d'excellence qui s'appelle Original à l'échelle mondiale. On est une association qui est créée par les trois plus grandes entités du tourisme autochtone au monde, qui sont la ITAC, évidemment, au Canada, qui est l'Association du tourisme maori en Nouvelle-Zélande, des rois, et aussi avec l'Association nationale du tourisme autochtone des États-Unis. Bon, on est un collectif de trois personnes pour l'instant. On s'entend qu'il y a encore énormément de travail à faire pour aller chercher davantage de partenaires. Dans le fond, le but, c'est d'avoir des entités nationales autochtones qui se joignent à nous. L'Australie, fort probablement, sera notre prochaine personne avec qui on va travailler davantage. C'est juste qu'à cette étape-ci, quand on a fait le lancement de l'association, il n'y avait pas encore d'entité nationale du tourisme autochtone en Australie. On a des ententes corporatives présentement avec 10 autres pays, l'Équateur, le Chili, avec la Colombie, la Bolivie, le Pérou, le Mexique, donc, et plein d'autres associations avec qui on travaille pour vraiment venir élever les standards de qualité de qu'est-ce qu'est le tourisme autochtone au monde. Et pour ça, bien, ça vient évidemment, je vous dirais, sensibiliser les visiteurs à la connaissance du tourisme autochtone, mais aussi où les trouver. Et non seulement ça, mais on les met en confiance. Donc, pour vous, peut-être que vous savez déjà certaines des informations qui seront dans les prochaines slides, mais évidemment, les perspectives mondiales sur le tourisme autochtone. On le sait, le tourisme, malgré certains ralentissements à venir, va atteindre, présentement, est à 11,7 trilliards de dollars US. Les dépenses directes en 2024 des visiteurs étaient de 6,6 trilliards de dollars. La conversion euro, là, je veux pas, vu que c'est des US, j'ai un peu peur de la faire, mais on sait que le tourisme soutient 371 millions d'emplois, ce qui représente à peu près la population des États-Unis. Ça, c'est qu'en tourisme. D'ici 2035, on va être à 16,5 trilliards de dollars US. C'est énorme. Ça représente 11,5 du PIB et on devrait avoir 460 millions d'emplois à l'échelle mondiale. Il faut se rappeler aussi que nous, dans les stratégies de travail qu'on a avec la Banque mondiale, on, d'ici 2035, nous aurons 1,2 milliard de jeunes qui seront prêts à travailler dans toute industrie. Et malheureusement, à ce stade-ci, il y a seulement 400 millions d'emplois. Une des 5 stratégies mondiales est vraiment d'aller axer sur le tourisme comme levier pour la création d'emplois. Donc, on devrait être capable peut-être d'accélérer le mouvement du tourisme pour avoir davantage de personnes qui se joignent à l'industrie qui va évidemment parler d'une meilleure, davantage d'expérience, une meilleure structure, la décentralisation. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont très intéressantes parce qu'on le sait, on a quand même cet enjeu d'over-tourism là, qui est quand même existant. Ceci dit, on s'entend, le prix de l'essence, le prix de la guerre actuelle devrait
freiner quand même la croissance du tourisme. On le sait, la géopolitique est un peu partout. On le voit au Mexique, on le voit en Bolivie, on l'a vu dans différents pays. Les guerres à gauche, à droite, Irak, Iran. On voit aussi États-Unis, on voit avec le Groenland. Tu sais, quand qu'on menace d'aller chercher des pays comme ça, ben, il y a quand on pense qu'il y a une guerre qui s'en vient, ben, les tourismes, eux, vont canceller. Donc, ça, c'est quelque chose aussi là, qu'on regarde de très, très près. Qu'est-ce que ça signifie pour nous au niveau du tourisme autochtone? Vous voyez la carte des peuples autochtones au monde, c'est quand même très costaud. C'est 476 millions d'Autochtones qui existent au monde dans différents pays. Ça, c'est une charte quand même qui date de 2022. Donc, on sait qu'il y a eu une croissance des peuples autochtones. Nous, on le sait aussi au Canada, on est plus de 2,2 millions d'Autochtones. Mais ceci dit, on voit qu'il y a quand même énormément d'Autochtones au monde. Une personne sur 17 dans le monde sont autochtones. Et on a tendance à penser aussi, évidemment, que, bon, nous, en France, on n'a pas d'Autochtones. Peut-être pas la France directement, mais la France a des colonies. Et dans ces colonies-là, la Guyane, par exemple, a des peuples autochtones. Ou dans les Polynésies françaises et autres, il y a des Autochtones aussi. Donc, quand on parle de l'Europe, on a tendance à oublier que ces gens-là aussi ont des peuples autochtones. Donc, évidemment, je parlais de la population tout à l'heure, juste du tourisme autochtone mondial. Il y a 6 de la population, on représente 6 de la population mondiale, mais on compte quand même pour 19 des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Sur 90 pays qui a des Autochtones, 70 pays de ceux-ci n'ont pas officiellement de reconnaissance qui viennent affecter leurs droits. Ça, c'est terrible. On le sait aussi que 4000, on parle 4000 des 7000 langues au monde, dont évidemment un bon nombre de ces langues-là qui sont menacées de disparition. Euh, donc, pour nous, pourquoi on existe? Ben, évidemment, comme on représente à peu près 25 des terres de la planète et une majeure partie de sa biodiversité, on veut parler un peu des chiffres, des statistiques qui nous entourent. On sait que le tourisme autochtone mondial représente à peu près 44 milliards de dollars, soit à peine là, une fraction des 6,6 trilliards de dollars US qui représentent l'offre du tourisme au monde. On représente 0,7 c'est tout. 0,7 de la demande touristique et du tourisme autochtone. Donc, on a beaucoup à faire. On a un objectif qui est très modeste, mais quand même très porteur de sens. Et oui, c'est plutôt rare qu'on va se dire, hey, j'aimerais juste ça être 1%. Je sais que c'est moche, mais moi, j'aimerais ça être 1% de ça. Et pour moi, ce 1%-là, c'est juste d'être 1% de l'industrie touristique. D'ici 2035, oh, pardon, d'ici 2035, on s'est donné l'objectif de monter à 67 milliards de dollars l'industrie touristique autochtone, ce qui veut dire qu'on représenterait 1% de cette économie-là. Quand on regarde notre collectif, en fait, avec nos trois destinations, nos trois partenaires financiers, on représente 43 présentement de l'économie mondiale du tourisme autochtone. C'est pour ça qu'on a pris le devant pour créer cette entité-là, par nos mêmes valeurs, mais aussi par notre désir de venir croître l'industrie touristique. Euh, Quand on prend la valeur économique par habitant à l'échelle mondiale, le tourisme autochtone, le tourisme représente à peu près 825 par personne. Là, ça, c'est le coefficient qui reflète la demande touristique avec évidemment le nombre d'habitants sur la planète. Quand on fait le même statistique au niveau du tourisme autochtone, ça représente à peu près 92 par personne. Donc, il y a 9 fois, il y a un gap de 9 fois la différence, ce qui est important pour nous parce que l'idée, c'est de venir au moins à part. On aimerait ça être au moins être au pair. Donc ça pourrait venir nous aider. Ce qui veut dire que le coût de l'inaction présentement en tourisme autochtone, chaque jour où on reste sous-développé, ben, le monde entier perd à peu près 1 milliard de dollars en retombées économiques potentielles. Et ça, c'est le prix à payer lorsqu'on n'investit pas dans des solutions autochtones. Puis on en fait souvent part, il y a des enjeux, il y a des barrières qui existent. Pourquoi il n'y a pas les investissements? Mais on va en parler un petit peu plus tard, mais pour nous, c'est vraiment majeur. L'idée, c'est de venir présenter ce portrait-là aux partenaires financiers pour qu'ils comprennent
comment on peut avancer ensemble, combien on vient diversifier l'offre touristique, combien on va ajouter une nuitée à la destination quand le tourisme autochtone est bien structuré. Les retombées économiques des visiteurs, ben, chaque million de dollars qui est investi rapporte à peu près 8 millions de dollars et évidemment là, 2 à 3 fois, 2 à 2,5 fois en contribution au PIB direct. Donc, encore là, pourquoi on existe? Je le sais, c'est la même slide. C'est juste un petit rappel pour vous passer. C'est que nous, on souhaite passer de 44 à 67 milliards. Mais pour faire ça, il faut être capable de s'unir à l'échelle mondiale, être visible dans les données et inclus dans les investissements touristiques. Pour nous, c'est plus une question de croissance, c'est vraiment un mouvement. Et le mouvement se fait en créant des ponts par une approche de grand frère, grande sœur, puis à venir monter, en fait, ensemble les standards de notre industrie. On le sait, les freins à la croissance, vous allez sûrement les reconnaître. Ça fait depuis 2000 quand même qu'on monitor, excusez-moi mon petit anglicisme ici, mais tu sais, la reconnaissance de la propriété, l'accès au capital, la pénurie de main-d'œuvre en tourisme autochtone, la formation, l'accessibilité. On vit encore dans un monde où c'est excessivement raciste, où est-ce qu'il y a énormément de stéréotypes au niveau des tourismes autochtones, du tourisme autochtone, la collecte de données, on parle d'instabilité politique, l'accès aux prélèvements touristiques, le data, tout ce qui rentre, l'absence de standards de qualité. Combien de fois je me suis fait dire dans ce travail-là, ouais, mais vous, les Autochtones, tu sais, vous n'êtes pas très fiables, on préfère travailler avec un qui va se mettre un tipi dans sa cour arrière, puis il va être non autochtone, mais ça donne la perception que, tu sais, c'est autochtone. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est dans la vraie vie, nous, on essaie de démontrer un tourisme authentique. On vend pas des produits, on vend des expériences parce que c'est la connexion avec l'humain. Au départ, on a fait l'erreur de promouvoir beaucoup toutes les expériences touristiques qu'on avait dans le monde, euh, et sans compter vraiment s'ils étaient prêts à la commercialisation. Ça a été notre grosse erreur de départ. Maintenant, on le sait, on fait beaucoup plus attention. On a des outils qui viennent mesurer les compétences au niveau de l'exportabilité de ces expériences-là, et c'est avec eux qu'on travaille. Mais ceci dit, ces freins à la croissance-là, pour nous, c'est d'essayer de trouver encore là les solutions nécessaires pour qu'on puisse avancer et venir combattre ça. La perception des voyageurs, pour nous, regardez, ça, c'est une slide de Destination Canada. Quand on parle du marché français, 6 voyageurs sur 10 sont intéressés à participer sur une expérience autochtone au Canada. C'est énorme, là, et au moins 4 sur 10 sont vraiment intéressés. Moi, je sais, c'est une slide en anglais. Je l'avais téléchargée d'emblée et je n'ai pas retrouvé la version française. Mais quand même, 63% de votre clientèle est intéressé par le tourisme autochtone. La question est là toujours au niveau de la conversion. Comment on fait pour leur offrir? Qu'est-ce qui est existant? Où est-ce qu'ils s'en vont? Et de faire attention dans la promotion de cette expérience-là. Évidemment, 80% des voyageurs souhaitent en apprendre davantage sur les cultures autochtones. Ça, c'est partout dans le monde. Donc, pour nous, afin de saisir l'opportunité, on le voit, là, l'intérêt des consommateurs demeure excessivement fort. 75% des gens veulent en apprendre davantage sur l'histoire et les patrimoines. 92% des visiteurs internationaux qui ont vécu une expérience liée à la culture maori, comme exemple, l'ont vraiment apprécié. 57 des visiteurs internationaux qui se sont immersés sûrement, dans la culture maori ont souhaité en découvrir encore davantage. Et 91% des visiteurs internationaux ont affirmé avoir acquis une compréhension plus approfondie du patrimoine maori après avoir participé dans une expérience touristique. Donc, l'intérêt y est. La question est encore, il y a 3 obstacles qui sont principaux à la croissance. C'est que 30% des gens ne connaissent pas bien les occasions qui sont offertes en tourisme autochtone. 25% croient que les expériences sont trop éloignées. Et 25% disent manquer du temps. Ça revient à la perception de se dire, OK, ben, le tourisme autochtone, on ne sait pas il est où, on ne sait pas le trouver. Malheureusement, ça doit prendre 7 jours pour le faire. Tandis à Wendake, vous pouvez passer puis faire une expérience d'1 heure. On peut aller au musée, faire une visite en 2 heures. On peut aller faire des séjours de 3 jours. On peut faire des séjours de 7 jours. Donc, il faut être capable de venir casser un peu ces stéréotypes-là et la perception des consommateurs. Quand on parle de déconstruire les stéréotypes persistants, pour moi, c'est vraiment important. Vous avez vu à travers ma présentation, je n'ai pas beaucoup de photos qui vont représenter des Autochtones en régalia. Qui sont avec je ne veux pas dire un costume, mais qui sont habillés avec leur apparat de danseurs, qui n'a pas beaucoup de plumes. Oui, c'est super coloré, c'est magnifique, ils sont beaux, c'est la culture vibrante,
mais en même temps, on apporte une touche à des visiteurs qui ils veulent absolument voir un autochtone d'aujourd'hui. Puis on le sait, c'est comme nous, quand on voyage en France, on s'attend à ce que vous ayez un béret, la bouteille de vin à la main, partout dans la rue, dans le métro, peu importe la station, et vous avez votre baguette de pain et un petit croissant à la main. La réalité, c'est pas ça. La perception qu'on a, parce qu'on a toujours véhiculé les mêmes images, faut faire attention. Donc, pour nous, on essaie de déconstruire ces stéréotypes-là qui sont persistants. Et la majeure partie des gens qu'on a sondés, c'est qu'ils croient que le tourisme autochtone est qu'une mise en scène, c'est qu'une performance. Il manquerait de standards de qualité. Ça ne reflète pas la vraie vie d'un Autochtone d'aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un voyeur culturel. Ah, c'est tellement trop niche. Non, on ne va pas dans les communautés autochtones, c'est tellement politiquement instable. Ça, c'est quand même drôle parce que quand on regarde le monde actuel, on s'entend que c'est politiquement instable dans beaucoup de pays. Bon, ceci dit, on n'en fera pas un débat politique ici, mais ils regardent, ils pensent que c'est faux, c'est irréel, c'est peu fiable, j'ai peur de mal faire. C'est trop loin, c'est peu accessible, je dois voyager trop loin pour en faire. Ah, c'est juste un musée, le tourisme autochtone? Non, ou c'est juste un spectacle? Qu'est-ce que le tourisme autochtone? Puis, ah, moi, il y a vraiment des autochtones là-bas pour vrai. Donc, tu sais, ça, c'est les éléments à lesquels on se bat toujours, nous, quand on fait des présentations et tout. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous et pour nous de venir déconstruire ces stéréotypes existants-là. Si on est pour être euh, en croissance, ben, il faut que vous compreniez c'est quoi vos visiteurs pensent, c'est quoi vos clients pensent quand ils veulent consommer du tourisme autochtone. Pour nous, l'élément clé à travers tout ça, excuse-moi, j'ai deux fois la même slide, l'élément clé pour nous vient avec la marque originale que j'ai ici sur mon macaron. Mais c'est une marque qui a été créée par ITAC, qui établit des standards nationaux. Donc, c'est un programme d'accréditation, une marque d'excellence, une marque d'authenticité. Tous les gens qui passent à travers l'accréditation sont des entreprises qui ont passé quand même un système qui est quand même assez complexe, qui prend beaucoup de temps, qui vient identifier les gaps de la personne avant qu'il soit rendu à un niveau exportable. Donc, c'est une classification de commercialisation, mais aussi une marque qui vient protéger le tourisme qui vient avoir des critères. Il sait que quand le voyageur s'en vient dans nos entreprises, que c'est une communauté qui les reçoit, que c'est une expérience qui est authentifiée, qui est autochtone, de propriété autochtone et qui a acquis les meilleurs standards de qualité. Donc, pourquoi c'est important pour nous? Ben, parce que présentement, ça nous permet, nous, à Destination Originale, donc Do It, j'aime ça, puis j'aime le petit acronyme là, parce que c'est Do It. Il était temps qu'on prenne nos choses en main, mais ça vient stabiliser les marchés, ça vient instaurer de la confiance. Et là, ce programme qui est développé au Canada, qui est une marque ISO aussi, est maintenant aussi en implémentation en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Donc, quand les gens vont voir, quand les touristes voient la marque originale, ils savent qu'ils peuvent s'identifier. L'idée aussi pour nous, c'est d'aller l'implémenter à travers le monde entier. Donc, on est en discussion avec le Guatemala, on est en discussion avec le Chili, on est en discussion avec l'Équateur. Là, on va commencer le développement en Afrique. On va commencer avec l'Australie. On a parlé aux peuples samis aussi qui sont très intéressés. Donc, on va voir cette marque-là un peu se développer à l'échelle mondiale, ce qui veut dire que quand on voit la marque originale, ben, ça veut dire que l'expérience, elle est fiable, elle est de confiance, elle est autochtone et elle a acquis les meilleurs standards de qualité de l'industrie touristique. Donc, pour nous, c'est super important et je voulais juste fermer là-dessus parce que je crois que d'en apprendre davantage sur ce programme-là va vous aider aussi pour vous. On veut essayer de faciliter l'accès aux expériences touristiques autochtones et nous, on va le faire dans une optique où on va structurer, vous allez être capable de voir sous peu avec un site Internet, une map de toutes les expériences qui sont certifiées dans le monde et on va être capable d'avancer avec du tourisme qui est soutenu, axé évidemment sur la croissance de notre secteur, mais aussi euh, avec fierté, parce que les impacts sociaux et environnementaux pour nous sont très, très forts pour nos communautés. Le maintien de la langue, des traditions, la passation et autres, pour nous, c'est super important. Donc, je voulais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup du temps. Merci beaucoup d'avoir pris, évidemment, cet après-midi là, avec nous pour en apprendre davantage. Mes coordonnées sont là. Je salue évidemment tous mes partenaires et collègues avec qui j'ai eu la chance de travailler en France depuis plusieurs années. Et je passe le micro à notre prochaine personne. Merci beaucoup.
Bonjour, bonjour. Merci, Sebastian. Thank you, everybody. Welcome. Thank you for being here, and thank you for listening to me in English. My name is Tom Babin. I'm representing Indigenous Tourism Alberta. And a few things I wanted to talk about today is around diversity. One thing that's really interesting about Indigenous tourism in Alberta is the diversity of experiences. Now, there are many different experiences across Alberta, across Canada, across the world. And I want to highlight a little bit of the diversity in Alberta specifically. These are languages, these are Indigenous languages, these are welcome greetings in languages just within the province of Alberta. And the reason I want to talk about this is because I think that when people think of Indigenous experiences, they often think of something that looks like this. They think of regalia, tradition, culture, and that is definitely part of Indigenous tourism in Alberta. But today, Indigenous tourism is much more diverse than just that. Today, the faces of Indigenous tourism look like this. This is one of our members. This is Heather Black. This is another one of our members. This is Scott. He is a chef. Indigenous tourism experiences also look like this. This is Matricia and Mackenzie from Warrior Women in Jasper, and they look like this. So Indigenous tourism experiences are very diverse. They make up a lot of different kinds of experiences. They make up a lot of different language groups, a lot of different cultures. Canada is a big place, and so there are many, many nations, many, many languages, and so an Indigenous experience in Quebec, which you'll hear from Laurent soon, will be much different than in Alberta, which will be much different than in British Columbia on the West Coast. And so even this can be an Indigenous experience. And so some of the diversity of the experiences is something that I wanted to share with you today. But maybe first I will talk a little bit about our organization, Indigenous Tourism Alberta. So similar to what Sebastian was just talking about, we are here to represent Indigenous entrepreneurs in Alberta. Our job is to support their business growth, to help grow and promote authentic, sustainable, and culturally rich Indigenous tourism experiences in Alberta. And so we are here to support all of you and however you can in bringing more travelers to Alberta to enjoy Indigenous experiences all across the province. We have many different members. And one of our key jobs, excuse me, one of our key jobs, similar to what Sebastian said, was about authenticity in Indigenous experiences. One of our roles is to help travelers find authentic Indigenous experiences that are appropriate, that are respectful, that are true to the Indigenous culture being portrayed. So we work very closely with ITAC, with our partners across Canada. We work closely with Destination Canada, and we work within Alberta with our partners at Travel Alberta and with the other destination marketing organizations within Alberta to make sure that good quality, strong Indigenous experiences that are authentic will be represented at all levels. Excuse me. So what I want to spend a little bit of time now talking about are some of the Indigenous experiences that are available in Alberta and maybe introduce you to some of the people who make up the experiences here. One of our key experiences right now is Métis Crossing. This is Lily Rose. She's a knowledge keeper at Métis Crossing. Métis Crossing is a cultural center that's committed to supporting and promoting Métis culture. Now, Métis culture, for those who don't know, is a unique Indigenous culture within Canada. It is traditionally a mix of European and Indigenous families that came together and created a unique language, a unique culture. And Métis Crossing is a beautiful cultural facility that exists to support this. The Métis language, Michif, is a really unique evolution of a language. It's a mixture of mostly Cree and Indigenous language and French. And so that is a really unique experience. Métis Crossing is located near the capital city of Alberta, which is Edmonton. And it is a cultural facility that just keeps adding more and more experience. I would say this is
probably the signature Indigenous experience in Alberta at the moment. In addition to the cultural center, there are overnight accommodations. There is a boutique hotel. There are experiences such as in the wintertime, snowshoeing, cultural experiences, including teachings with Lily Rose and the other knowledge keepers. There's a wildlife park, a wildlife safari that travelers can do, where you can see a herd of bison, buffalo, white buffalo, which is a very unique experience. And new to Métis Crossing, just coming on stream now is a spa. So there is a Indigenous inspired spa coming on, as well as cabins and the glass top domes. So you can see the Northern Lights at night. If you visit in the winter, and you are lucky that the Northern Lights are out and visible, you may be able to see them through the roof of your sleeping dome. So Métis Crossing is a really wonderful experience that a lot of travelers are flocking to. It's doing very well these days. So that is a great one to experience for anybody visiting Alberta. Another great experience is Mohican Trails. This is a photo of Brenda. She is an important part of Indigenous tourism across Canada. This is her business. This is her family business. Mohican Trails works in and around the Rocky Mountains. So I think a lot of travelers, when they come to Alberta, one of their key locations to visit, of course, is Banff, Banff National Park. Mohican Trails offers medicine walks and guided tours in Banff. A medicine walk is where Brenda or her son will take you around and teach about the traditional use of plants, traditional use of medicines from the land, teach you really connected to the land. Brenda also has a ranch near the Rocky Mountains in the foothills of the mountains near Sundre, where she can offer longer experiences. She also offers overnight experiences. They have cabins for people to stay overnight in. And these longer experiences are really special. You can spend all day with her and her family on the land, learning about traditional teachings, learning about the medicines that come from the land, and learning a lot about Indigenous culture. So it really is a wonderful experience for travelers, especially those who are already heading to the Rocky Mountains and want to have a real mountain experience. Another key experience is the Woods. The Woods is located near Jasper National Park. So this is on the drive from the city of Edmonton out towards Jasper National Park. This is a stop on the way. The Woods Experience is a family-run business, and it offers several experiences, including this hot tub in what they call a forest spa. The forest spa is a off-the-grid hot tub and sauna experience. It's private, so it's only for you and your traveling companions. You get your own little experience in the forest. I had somebody visit there recently who said they were sitting in this hot tub when they saw a wild deer walked by in the forest behind them. So it really is a special experience. They also have overnight accommodations in cabins, and so it really is a nice off the grid wild experience out in the forest. So that really is a unique one. Another key tourism experience in Alberta that a lot of travelers take in is Warrior Women. This is located in the town of Jasper within Jasper National Park. This is Matricia. Matricia and her daughter Mackenzie are the Warrior Women. What they offer is fireside chats, traditional teachings. They drum and they sing songs. They also have a medicine walk on the land where you can take foraged ingredients and make tea, make food in the traditional way. And Matricia and Mackenzie are both very charismatic. They're a lot of fun to be around. And they also share their own personal stories. So it really is a nice experience. It really connects you to Indigenous culture and to the land in a beautiful location, which is Jasper National Park. Painted Warriors is another experience in the foothills of the Rocky Mountains near Calgary, where a lot of travelers pass through as well. Again, it's a family-run business. Painted Warriors, it's Tracy and her husband, Tim. They have their own ranch, and on the land, they do archery lessons. And
teaching both traditional ways of archery and sort of modern sport archery. They have sort of both traditional and modern understanding of the sport. They also have horses on the property, and rather than a traditional horseback riding experience, what they offer is sort of an experience of connecting with the animals through an indigenous worldview. So it's really like an emotional connection to the horses. And through that, you also learn a lot about indigenous culture. You pick up some language and really a worldview of looking at the world through indigenous perspectives, which is quite different than Western perspectives. So it's a really cool, eye-opening, very enlightening experience. A lot of people take a lot from. Another one available around the city of Calgary is Drift Out West fly fishing. Now, the Bow River, which flows through Calgary, is one of the great fly fishing rivers of the world. And this is Quinn. He is a master fly fishing guide. And one of his real passions is introducing people to the sport of fly fishing. So you don't have to have experience fly fishing. You just have to have a desire to get out on the water, experience the river, learn to fish. And of course, because Quinn is Indigenous, not only does he teach people about fly fishing, he brings all kinds of cultural teachings. He has a very deep understanding of the river, of the connections to it. He also knows a lot of places along the river that I think a lot of other fly fishing guides would not recognize as being important cultural locations. He knows the location, for example, of a traditional buffalo jump, which was a traditional way of hunting bison that archaeologists have recognized, and he has lots of knowledge of as well. So we often say that Indigenous experiences on the land, you get all the great experiences of nature, but because it's an Indigenous experience, you get all of this cultural understanding as well. So it really is a unique way of experiencing Alberta. And when I talked about diversity of experiences, this is another example. Girth Hitch Guiding offers not traditional cultural teachings, but outdoor experiences. But because the guide is Indigenous, you get a whole other perspective on this. In the wintertime, they offer ice climbing. In the summertime, they offer rock climbing. So for the more adventurous travelers, this is a really cool experience. This looks scary, climbing on a frozen waterfall, but it's really fun. I would say it's actually a little bit easier to climb in the wintertime than in the summertime on the ice. It's a really magical experience to be able to, climb up on the ice, and something that everybody can do if they have a little bit of fitness. It looks kind of scary, but it really is attainable by a lot of different people. Zookman Guiding is another cool experience. This one is also in the Rockies. One of the key tourism experiences in Alberta is people visiting the Columbia Icefield. This is a glacier experience. And when most people go there, they travel on a big ice bus and they drive up onto the ice and you learn about the glacier. It's an interesting story of climate change. But what Tim offers here at Zookman Guiding is a little bit different than that. It's a smaller, more intimate experience. He takes smaller groups and you actually walk onto the glacier in the mountains. And he's a United Nations ambassador for the Year of the Glacier. So he has all kinds of scientific knowledge about the glacier, but he also brings cultural teachings into this as well from his own Indigenous heritage. And so you get a much deeper, a much richer experience than what most people get when they visit the glacier. So it's a really interesting experience as well. And then I have two more I want to talk about. These are both fairly new experiences in Alberta. This one is really unique. This is called Fallen Mountain Helicopter Tours. This is it's a helicopter tour with an Indigenous guide. So this one flies over Jasper National Park, and the host is Lauren. She is the guide, and the story that she shares on the helicopter is her family story. Her family's traditional territory, it was Jasper National Park. Her family was removed from the park when the park was formed. And this helicopter tour retraces her family's journey from their lives within the park to where they are today. It's a very personal experience and a really unique helicopter tour. And because it also flies over the Rocky Mountains, you get the beautiful scenery of the Rockies, but you also get this really unique personal experience from Lauren as well. And then the last one I wanted to mention is also a new one. This is called Pine Creek Retreats. This is one of our members near Edmonton as well.
This is an experience on the land. It's a camping experience or a glamping. You can stay in these unique A-frame, call them A-frame cabins. And it's a very relaxing sort of spa retreat. It's Indigenous owned. It's in a beautiful location in nature. And it really is a chance to relax, kick back, and enjoy the quiet of nature. And so, again, this is another example of how many different kinds of experiences are in Alberta, how many different types of Indigenous experiences. All of these are Indigenous in their own way, but all of them offer unique experiences. So there really is lots for different kinds of travelers to experience, no matter what they're interested in within Alberta. So I think I will stop it there and then maybe pass over to Laurence. Thank you, everybody. Thank you, Tom, and thank you, Sébastien. And moi, je parle français. Là. Je m'en viens en français. Tom, t'as failli m'avoir avec l'anglais. Écoutez, je viens de Québec. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être là pour vous présenter en français le tourisme autochtone au Québec. Je vais essayer d'aller rondement. Là. Je pense que j'ai fait peur aux autres avec mes 60 présentations, mais ça va aller vite, vous allez voir. Coué. Mon nom est Laurence Lanier, je suis conseillère marketing chez Tourisme Autochtone Québec depuis bientôt 10 ans. Je suis également membre de la nation Wendat. Ici, je vous présente également, vous le reconnaissez probablement, Andrew Germain, mon collègue qui est en charge également du marché français. Alors, c'est avec lui, normalement, vous allez travailler. Mais je suis contente aujourd'hui d'être là avec vous et je serai également à Rendez-vous Canada pour ceux qui seront là cette année. Ça me fera plaisir là, de continuer les discussions au besoin. Ici, vous reconnaissez la province de Québec, 11 nations, 55 communautés. Alors, Tom le disait tout à l'heure, c'est une grande diversité de couleurs, de langues, de traditions, de savoir-faire et c'est plus de 200 expériences qu'on a au Québec. Ashoukan, un petit guide qu'on a fait pour vous sensibiliser. Sortez vite vos téléphones là, si vous pouvez balayer le code QR. C'est un guide qu'on a fait pour vous sensibiliser aux réalités autochtones en contexte touristique. Un guide qui est vraiment pertinent quand on vient travailler justement avec le tourisme autochtone au Québec. Ashoukan signifie pont. Alors, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui ensemble. On crée des ponts. C'est ça qu'on s'efforce de faire aussi au quotidien. Avec le tourisme autochtone, on se rapproche, on apprend à se connaître, à raconter notre histoire à notre façon, montrer nos couleurs d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Hein, c'est un tourisme qui évolue beaucoup avec le temps. Là, ici, lexique des termes communs. C'est important d'en parler parce que souvent, si on ne sait pas comment parler de quelque chose, tout simplement, on n'en parlera pas. Nous, on veut que vous nous aidiez à en parler, on veut que vous parliez de notre offre. Alors pour ça, dans le guide, il y a un petit lexique de termes communs, mais rapidement, là, je vais vous le dire, à proscrire, on va enlever le mot indien de notre vocabulaire, on va enlever aussi amérindien pendant qu'on y est. Réserve aussi, c'est des termes qui sont erronés, mais qui sont également péjoratifs pour les communautés autochtones. Aussi, quand on connaît la provenance, par exemple, d'une entreprise, d'un entrepreneur, on va favoriser l'utilisation du nom de la nation, plutôt dire venez vivre une expérience autochtone à Wendake, par exemple, on va dire venez vivre une expérience Wendat. C'est comme ça montre que vous comprenez qu'il y a une grande richesse à découvrir et qu'on ne peut pas tout classer ça sous le même chapeau. Il y a également une réappropriation des noms traditionnels des nations. Ça va prendre du temps. Mais par exemple, je vous donne un exemple, les Mohawks, maintenant, on va utiliser le nom traditionnel Ganyen Gehaga. Fait que je vais vous laisser un peu de temps pour vous pratiquer, mais tranquillement, pas vite, on va essayer d'utiliser les noms traditionnels. On va également essayer de se renseigner sur les événements historiques importants qui ont touché les peuples autochtones. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que je pense que je vais m'étirer, mais c'est important de vous sensibiliser à ça parce que c'est des événements qui ont des impacts encore aujourd'hui dans les communautés autochtones. C'est des blessures intergénérationnelles qui prennent du temps à guérir.
découvrir et c'est important de réaliser que c'est des événements qui sont encore aussi présents aujourd'hui. Alors, on se le garde en tête. Ce qui m'amène à vous parler des impacts non économiques du tourisme autochtone qui vient justement faire du bien un peu à ces blessures-là parce que quand on va à la rencontre des peuples autochtones, c'est de dire votre culture est riche puis j'ai envie d'en apprendre davantage. Ça nous permet de raconter notre histoire à notre façon. Ça crée aussi des infrastructures, des opportunités pour préserver les cultures, pour aussi créer des endroits où les aînés, les jeunes de nos communautés peuvent échanger, peuvent en apprendre plus même sur leur propre culture. On valorise les langues, on occupe le territoire. C'est vraiment un outil de rapprochement par excellence aussi, je le disais tout à l'heure. Tourisme autochtone Québec, nous, ça fait 35 ans qu'on se rapproche, qu'on crée des ponts. On est la plus vieille association touristique sectorielle autochtone au Canada. Alors, 35 ans qu'on célèbre cette année. On est aussi le porte-parole reconnu officiel par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, également du ministère du Tourisme. Alors, c'est pas rien. On s'est créé une belle notoriété à travers les années. Pour être membre de chez Tourisme autochtone Québec, en fait, il y a 2 conditions. C'est très simple. Il faut que l'entreprise soit administrée ou à la propriété d'une majorité d'Autochtones, donc 51% et plus, et qu'elle offre une expérience touristique. On a beaucoup parlé d'authenticité là, dans les dernières présentations. Effectivement, que c'est notre priorité aussi chez Tourisme autochtone Québec. On va venir faire la nuance entre appropriation culturelle, appréciation culturelle. Pour vous, je peux comprendre aussi des fois dans une offre qui est là, ça peut devenir difficile de faire la distinction. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous parler. On représente un bon nombre d'entreprises au Québec, mais on ne représente pas toutes les entreprises touristiques autochtones. Fait que si vous avez des interrogations, là, on peut regarder ça avec vous là, au niveau. Puis n'hésitez pas à poser des questions aussi là, de votre côté. Comment bien visiter une communauté autochtone, des petits conseils là, que vous pouvez avoir et partager. En fait, à la base, on établit une relation de confiance. Il faut sentir vraiment qu'on n'est pas là pour répondre à un besoin ponctuel, mais plutôt qu'on est là pour développer une relation à long terme. On s'informe, je le disais tout à l'heure, 11 nations, 55 communautés. C'est une grande variété de savoir-faire, de traditions et d'histoires. Et il faut aussi, j'encourage à le faire, il a dans notre guide Ashukan un petit lexique, par exemple, comment dire bonjour, merci. Pareil comme quand on va dans un autre pays, on apprend une petite base, ça fait vraiment plaisir. Faire preuve d'humilité. Alors, on est là pour en apprendre, mais il faut aussi respecter les limites de chacun, y aller aussi au rythme de la communauté. La conception du temps est un peu différente, encore plus dans les communautés qui sont éloignées. On va au rythme de la météo aussi, de ce qui se présente sur notre chemin. Fait qu'il faut prendre le temps. Quand je dis prendre le temps aussi, c'est soutenir la communauté vraiment d'une façon transversale. Alors, quand on va vivre une activité en communauté, pourquoi pas en profiter pour aller dans un restaurant de la communauté, pourquoi pas rester dans un hébergement quelques nuits. Ça fait tellement plaisir là, de prendre le temps. Justement, toutes vos activités, ça m'amène à vous montrer nos 4 secteurs d'activité. Nature, aventure, art, culture, hébergement, restauration, chasse et pêche. Le tourisme autochtone au Québec, ça peut être n'importe quoi. On le dit, c'est une offre qui est en évolution. Autant vous allez voir des expériences interactives, multimédia, qu'on en a d'autres qui sont vraiment en immersion. Moi, je dis toujours, il y en a partout et pour tous les goûts. Alors, peu importe où vous allez au Québec, il y a une expérience autochtone à ajouter à votre itinéraire. Alors, on commence ici au Québec, en fait, à Québec, tout près de Québec. Où est-ce que je viens? C'est la communauté de Wendake, une communauté qui investit dans le tourisme depuis vraiment plusieurs années, ce qui fait en sorte qu'il y a une offre qui est vraiment bien établie, bien développée. Entre autres, ici, l'hôtel-musée Première Nation, un hôtel qui a subi des rénovations majeures là, dernièrement, plus de 10 millions qui ont été investis, un restaurant gastronomique, on a un musée, on a une maison longue, on a des chambres vraiment incroyables qui sont en bord de rivière. C'est un endroit pour se poser. On voit Lumina, expérience immersive, je le disais tout à l'heure, faite avec Moment Factory. Alors, c'est une marche de 1,2 km en forêt où on en apprend plus sur la culture Wendat. C'est vraiment une expérience incroyable. Un site traditionnel où là, toute la famille est invitée à aller vivre une expérience avec un guide habillé en régalia. On remonte dans le temps là, avec un village Wendat reconstitué.
Restaurant Sagamité, 2 succursales maintenant, une à Wendake, une au centre-ville, tout près du château Frontenac. C'est bien aussi de voir de plus en plus justement des entrepreneurs autochtones qui sortent des communautés puis qui viennent se positionner vraiment sur les portes d'entrée. On pense aussi, entre autres, je ne l'ai pas mis ici, mais à l'hôtel Hilton là, au centre-ville de Québec qui a été acheté par 4 nations autochtones au Québec. Ici, on s'en va Montréal, Ganawagé. Alors, on a la boutique Wachia au Vieux-Port de Montréal qui vous montre l'artisanat et Heyu. On a également Musée McCord qui ici est un allié. Alors, c'est pas une entreprise détenue par les peuples autochtones. Par contre, ils ont travaillé avec des membres des communautés pour faire des expositions qui sont magnifiques. Entre autres, l'exposition permanente Voix autochtones d'aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable. On a également nos centres d'art, entre autres le Centre d'art Daphné qui est à Montréal. Et à surveiller, là, cet été, il va y avoir l'ouverture du Centre culturel à Ganawake. Ça va vraiment être un incontournable à mettre là, tout près de la ville de Montréal. Vous voyez ici, ça, c'est les plans. Il va y avoir un amphithéâtre, il va y avoir une maison longue, une reconstitution. Ça va être vraiment, là, c'est un projet d'envergure à surveiller. Odanak, alors tout près de Trois-Rivières, entre Québec et Montréal, quand on veut couper la route en deux, on s'arrête à Odanak. On a le musée des Abénakis, on a Abénaki Aventure qui offre des prêts à camper. Là, je vais commencer à aller vraiment rondement parce que dans le fond, je veux que vous ayez le temps pour vos questions. Je suis désolée là, de vous lancer tout ça, mais vous allez pouvoir me contacter sans problème. Hébergement au 5 sens dans les cantons de l'Est sur un site éco-responsable. On se ressource en nature. Ensuite de ça, site d'interprétation Micmac de Québec en Gaspésie. Un peu comme le site Wendat, on est avec des gens qui vous font une visite guidée. Ensuite de ça, on s'en va à Tourisme Oisibécook, observation du beluga avec le pub aussi Magahamok dans le Bas-Saint-Laurent. Super offre qui se développe dans ce secteur. Au Saguenay, on a un musée riche, le musée Linou de Mastewayats qui fait participer les membres de la communauté avec des expositions vraiment dynamiques. Espit, un incontournable, observation baleine, ours, pourvoirie, condo Natacam. On a également Marémont et Contour qui a été acheté par Vacances Espit avec de l'hébergement sur plateforme face au fleuve. On entend les baleines, on fait du kayak avec eux. Atticus, le premier économusée autochtone au Québec. En fait, c'est ici José Leblanc qui fait l'économusée du masquicine, du mocassin. Ici, Corporation Nibishi en Yuichi Bay James, on a des chalets flottants, observation du ciel étoilé et plusieurs activités en lien avec la culture Heiu. Un peu plus sur la côte, on part en bateau avec Winnipeg Tours, l'observation des ours polaires si on est chanceux, mais également pour sûr des belles rencontres. Et ben, le Grand Nord mythique, on peut pas terminer la présentation sans parler du Grand Nord. On a ici le peuple Innu qui vous fait vivre une immersion au Mushuanipi, mais également les Inuits qui vont vous faire voir de toutes les couleurs, tout dépendamment de ce que vous pouvez voir sur votre chemin, entre autres bœuf musqué, caribou, ours polaire, activités culturelles et les 4 fameux parcs nationaux du Nunavik qui sont incroyables. La route des powwows, tout l'été dans le sud, on a des powwows, on a des festivals à mettre à votre agenda. On a notre site Internet où vous aurez tous les détails également classés par nation et par région. Et je vous donne un petit devoir, là, si vous avez du temps cette semaine, allez voir notre web-série Mamo Winitotan. C'est des petites émissions d'environ 5 minutes qui font vraiment rêver, mais qui démontrent surtout que chaque grand moment débute par une rencontre et qu'il faut les créer ensemble. Alors, merci, Tiawank. Et c'est maintenant l'heure de la période des questions. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, merci également à Sébastien et à Tom pour vraiment ces présentations très intéressantes, très inspirantes. Et effectivement, il nous reste quelques minutes pour la session questions-réponses. N'hésitez pas à activer votre micro ou à poser vos questions dans le chat si besoin. On est là pour ça, il nous reste quelques minutes. Alors, allez-y, c'est le moment. Bonjour à tous, j'ai une question rapide pour Laurence. Laurence, est-ce que tu as une idée à peu près des dates d'ouverture à Kanawake? En fait, ils vont nous inviter en premier, là, ça c'est ça, pour une petite soft opening. Je pense qu'on parlait de mai-juin. Ensuite de ça, en toute honnêteté, je pense pour le premier été, ce qu'ils voudraient vraiment mettre en œuvre, c'est
d'avoir une équipe qui est prête à accueillir. Fait que ça va vraiment être fait un peu plus avec la communauté locale. Il va y avoir aussi un peu de FIT, mais on est vraiment en mode, c'est un gros projet là, à mettre en place. Alors, pour le grand public plus le marché international, là, je pense qu'on peut plus viser l'autre année, là. Mais oui, cet été, là, s'il y en a qui passent par là, les portes vont être ouvertes. Super, merci. Merci Maryse. N'hésitez pas, c'est le moment, il nous reste quelques minutes, profitez-en. Allez, je pose la question. Moi, je voulais savoir si le petit guide Ashokan, est-ce qu'on peut se le procurer en France, en français, en papier? En papier. Ben oui, s'il y a des demandes spéciales, là, ça va nous faire plaisir. Moi, je vais en amener quelques-uns avec moi à Rendez-vous Canada. Alors, s'il y en a qui y participent, ça va me faire plaisir. Venez me voir la première journée parce qu'ils vont s'écouler rapidement. Et si vous avez des demandes, là, n'hésitez pas, là, écrivez-moi, on peut vous en envoyer aussi, là. Ok, super, merci. Merci, on nous confirme effectivement que ce serait bien de l'avoir en papier. En tout cas, on espère que ce webinaire vous aura donné envie d'intégrer davantage d'expériences autochtones dans vos itinéraires et d'en proposer à vos clients. Vous recevrez très prochainement le replay, les présentations et le contact des intervenants. Mais si besoin, il nous reste vraiment 2 petites minutes, donc n'hésitez pas. Ah, c'est vraiment rare en plus que moi et Laurence on présente en même temps et qu'on finit à temps. Ça, Vous c'est avez quand même été incroyable. C'est une première, je pense. On peut tous célébrer ce moment historique. super efficace, hein, bravo. Et en tout cas, merci, merci beaucoup à vous, hein. Et puis n'hésitez pas, à continuer aussi à vous former grâce à nos outils. Je vous rappelle que le prochain webinaire aura lieu donc le mardi 21 avril à 15h. Ce sera le Canada Atlantique. Les inscriptions sont toujours ouvertes et on vous fera découvrir donc les provinces atlantiques canadiennes entre paysages maritimes, culture francophone, expérience gourmande, avec la participation cette fois-ci donc de Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Tourisme Terre-Neuve et Labrador. Et puis on espère vous y retrouver nombreux. Donc merci encore à tous et puis une excellente fin de journée.